Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. Nous poursuivons nos débats. Muriel Wakin-Melki est avec nous. Vous êtes avocate et notamment présidente de l'Organisation juive européenne. Bonsoir Muriel. Merci vraiment d'être avec nous. Je vais vous faire réagir sur deux affaires. Mais la première, tout d'abord, vous concerne au premier chef, évidemment. Vous arrivez tout juste de Lyon. Je voudrais qu'on revienne sur la condamnation de Rachid Kenich, accusé d'avoir tué, je le rappelle, un octogénaire juif en 2022, c'était à Lyon. Le mobile antisémite n'a pas été retenu. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous faire agir. On voit le compte-rendu de cette audience avec Olivier Madinier et on en parle ensemble, juste après. Le mobile antisémite n'a pas été retenu par les jurés de la cour d'assises du Rhône. Cette circonstance aggravante avait déjà été écartée par l'avocate générale dans ses réquisitions. Alors Rachid Kenich est condamné à 18 ans de prison, assorti d'une peine de sûreté des 2/3. Cette peine est une vraie déception pour les avocats des parties civiles qui, toute la semaine, avaient tenté de démontrer le caractère antisémite de ce meurtre. Il y avait dans le dossier un certain nombre d'éléments qui prouvaient, notamment les déclarations de l'accusé sur les réseaux sociaux, qui prouvaient cet antisémitisme. En tout cas, Rachid Kenich a reconnu les faits, a reconnu le meurtre de René Hadjadj. Il avait précipité dans le vide ce vieil homme de 89 ans de son appartement du 17e étage du quartier de la Duchère à Lyon. Encore une fois, Muriel Wakin-Melki, merci d'être avec nous sur CNews et sur Europe 1. Je n'ai pas 50 000 questions à vous poser, j'en ai qu'une seule. Pourquoi le mobile antisémite n'a pas été retenu? Pourquoi? Alors écoutez, pourquoi moi, je ne peux pas sonder ce qu'il y avait dans la tête des jurés. Mais ce que je peux vous dire, d'abord, c'est que pendant tout le temps de l'instruction, le mobile antisémite a été retenu. Le procureur de la République de Lyon avait qualifié, dès le tout début, il avait pris un réquisitoire supplétif, justement, même pas 15 jours après les faits, pour rajouter la circonstance aggravante d'antisémitisme, considérant qu'il y avait des éléments dans le dossier qui justifiaient d'avoir cette circonstance au dossier. Quand l'instruction a été terminée, ce dossier a été renvoyé devant la cour d'assises. Et devant la cour d'assises, ce sont deux juges d'instruction qui ont considéré que l'antisémitisme était suffisamment présent au dossier pour renvoyer le dossier avec cette circonstance devant la cour. Et devant la cour d'assises, toute la semaine, alors c'est vrai, on avait un accusé qui niait toute accusation d'antisémitisme, mais on avait quantité d'éléments au dossier. Il y a beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments au dossier, des déclarations qu'il avait faites, des propos qu'il avait tenus, des vidéos où il s'était lui-même filmé, où il qualifiait les rabbins de sorciers, de manipulateurs, de chefs mafieux. On avait véritablement beaucoup d'éléments autour de sa pensée, pour nous, clairement antisémite. Et puis, il avait une théorie sur les Sayanim, les gens qui commettraient, qui seraient des agents dormants d'Israël et qui seraient présents un peu partout dans le monde pour influer le pays dans lequel ils sont présents, gens de confession juive qui travailleraient pour Israël. Cette théorie était omniprésente et il était en plus obsédé véritablement par la religion juive. Alors il y avait tout ce contexte-là. Véritablement, ça a été une semaine d'audience pénible, difficile, parce que déjà, il a fallu démontrer devant la cour que le cliché antisémite sur lequel tout le monde s'accorde aujourd'hui, qui est les juifs ont le pouvoir ou les juifs ont de l'argent, c'est un cliché antisémite, sauf pour la présidente de la cour d'assises qui nous expliquait que ce n'était pas forcément le cas. Et donc il a fallu rappeler que nous, de notre point de vue, c'était évidemment un cliché antisémite et que c'était reconnu comme tel un peu par toutes les personnes qui travaillaient sur l'antisémitisme et même par au-delà toutes les personnes qui s'intéressaient à cette question. Et ensuite, on a eu cette avocate générale qui, dans ses réquisitions hier matin, a expliqué qu'en fait, pour elle, il fallait décorréler tout le contexte antisémite du dossier, donc les propos qu'il avait pu tenir, son obsession des Juifs, des vidéos qu'il avait pu poster. Il fallait décorréler et se concentrer uniquement sur le moment du passage à l'acte, considérant que c'était à ce moment-là que le texte de droit pénal exigeait la circonstance aggravante d'antisémitisme, c'est-à-dire les propos, les actes, les objets, au moment du passage à l'acte. Figurez-vous que même au moment du passage à l'acte, l'accusé va prendre des effets personnels que la victime avait dans son veston, à savoir des photos de lui un peu plus jeune et des textes religieux en hébreu, et va les découper au couteau. Ce qui, pour nous, rattachait clairement l'antisémitisme au moment même du passage à l'acte. Et bien, même là-dessus, l'avocate générale a considéré qu'elle avait un doute. Et donc, comme elle avait un doute, elle a demandé à écarter la circonstance aggravante d'antisémitisme. Donc, si vous voulez, ensuite, la Cour, c'est 3 magistrats professionnels, c'est 6 jurés tirés au sort,
qui compose donc un jury de 9 personnes, chacun a une voix, eh bien, force est de constater que la majorité à 7 voix a fait que cette circonstance a été écartée. Moi, je considère... Ça dit beaucoup de choses sur cette montée d'antisémitisme chez nous en France. Je considère que justement, cette décision, elle est à l'image de l'état de notre société, de son incapacité à lutter contre l'antisémitisme qui la gangrène. Et pour répondre à votre question, voilà pourquoi cette décision. Voilà comment aujourd'hui en France on arrive à cette montée exponentielle des actes antisémites qu'on n'arrive pas à juguler. Quand on a des décisions de cette nature, on comprend mieux le pourquoi et on comprend mieux le comment également. C'est véritablement dramatique en fait que sur une affaire aussi difficile et aussi emblématique dans la lutte contre l'antisémitisme et dans la volonté affichée de notre garde des Sceaux, on arrive à un résultat pareil. Et ce qui est terrible, c'est quand on voit tous les faits, effectivement, ils sont nombreux et on se dit si là, ce caractère n'est pas reconnu, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? C'est ce que nous avons plaidé. C'est ce que nous avons plaidé. Et Thierry, je plaidais dans ce dossier aux côtés de mon confrère Rudy Bloch, qui plaide toutes les affaires d'antisémitisme avec moi en binôme. Et nous avions également Alain Jakubowicz pour la LICRA, qui était là et qui a plaidé. Et je peux vous dire que les éléments, nous les avons démontrés. Donc, oui, il y a quelque chose qui est absolument terrible, finalement, que la justice soit aussi mal rendue dans cette affaire. Alors oui, 18 ans, c'est une peine lourde, mais en même temps, pas d'antisémitisme dans un dossier où, comme je l'ai expliqué à ma toute fin de plaidoirie, c'était le dernier juif du quartier de la Duchère de Lyon. Après lui, après ce dernier juif jeté par la fenêtre, il n'y a plus un seul juif aujourd'hui dans ce quartier. Alors l'autre affaire sur laquelle j'aimerais vous faire réagir, ce midi je recevais Pierre Friedenreich parce qu'on l'avait évoqué au moment où l'affaire a explosé, c'est cette ex-basketteuse Émilie Gomis qui est jugée aujourd'hui pour injure antisémite, encore une fois. Elle avait publié, je le rappelle, sur les réseaux sociaux plusieurs cartes de France, 3 au total, avec les dates de 1947, 1967 et 2023, recouvertes au fur et à mesure par du drapeau palestinien. C'est Anglette Guillotel qui nous raconte tout cela et on en parle aujourd'hui. Une carte de la France recouverte progressivement par le drapeau israélien. Et cette question, que feriez-vous dans cette situation? C'est l'image partagée par l'ex-basketteuse Émilie Gomis sur ses réseaux sociaux, 2 jours après l'attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023. Très rapidement, l'athlète française est accusée d'antisémitisme et d'apologie du terrorisme. Une enquête est ouverte. Elle est évincée de la commission des athlètes du Comité olympique français. Et elle démissionne finalement de son poste d'ambassadrice des JO. Pour Pierre Friedenreich, le président de la commission sport du CRIF, il faut être intransigeant. Ça relève du pénal, a fortiori lorsqu'on est un champion, parce qu'encore une fois, je le répète, ces champions ont une voix qui porte, ils sont prescripteurs, ils sont capables de pouvoir convaincre des dizaines, des centaines, des milliers de gens qui ont la conviction que ce qu'ils disent ou ce qu'ils font est forcément formidable. Eh bien non, ce n'est pas formidable, c'est absolument scandaleux, c'est vomitoire, et ça mérite d'être pénalement puni. Émilie Gomis s'est finalement excusée sur les réseaux sociaux. Et entendue par la police, elle a affirmé n'avoir jamais incité à la haine. Mais l'ex-basketteuse n'en est pas restée là. Plusieurs mois plus tard, elle a qualifié de dignes les conditions de détention des otages israéliens par le Hamas. Voilà, il y a des excuses et ensuite elle a récidivé. Et Émilie Gomis, pour ceux qui connaissent le basket, c'est pas n'importe quelle joueuse. C'est une grande championne, c'est une grande basketteuse. Moi qui suis fan de basket, je trouve que quand on est sportif de haut niveau, on doit être un modèle. Et là, c'est assez compliqué, quoi. C'est compliqué. Elle affiche un manque de valeur qui fait qu'elle a été écartée. Elle a été véritablement écartée de la représentation à laquelle elle aspirait. Nous verrons bien la décision qui sera rendue par la chambre correctionnelle qui a connaître ce cas. Mais nous avions déposé plainte justement pour ces propos et nous verrons la décision qui ne manquera pas de tomber. Il faut bien comprendre une chose, Thierry, c'est-à-dire que ces personnalités-là, elles ont un public. Elles ont un public, c'est-à-dire que leurs propos ont une caisse de résonance vraiment, vraiment, vraiment importante. Et c'est ce qui va peut-être me permettre de faire le lien avec l'affaire dont nous parlions précédemment. Je dis souvent, et vous m'avez souvent entendu le dire, ces propos-là, quand ils se diffusent en boucle sur les réseaux sociaux, ils s'impriment dans des esprits faibles, et ce sont ces esprits faibles qui passent à l'acte. Dans le dossier de René Adjadj, l'accusé
a été reconnu avec des troubles psychiques. Il y a eu une altération du discernement qui a été reconnue. Et justement, il y a une fragilité psychique que nous n'avons pas remise en cause. Et il s'est nourri aussi de toute cette haine antisémite. Et quand je dis que ça conduit à des passages à l'acte criminel, c'est exactement ce qui s'est passé pour Rachid Kenich qui a tué René Adjadj. Donc on voit bien en fait que quand on n'apporte pas les réponses judiciaires à la hauteur, on a derrière des crimes qui sont commis ou des violences fortes. Il faut véritablement que nos gouvernants se saisissent de cette question. Moi, j'en appelle aussi à Gérald Darmanin, qui est au-dessus qui est au-dessus des procureurs de la République. C'est lui qui chapeaute hiérarchiquement les procureurs et le parquet. Il a quelque chose peut-être à faire dans l'affaire René Adjadj. Il doit s'intéresser de savoir pourquoi est-ce que le parquet général n'a pas requis sur l'antisémitisme, ce qui a ôté 10 années de prison dans la peine que l'avocate pouvait requérir. Donc il faut véritablement qu'on ait aussi une réponse du garde des Sceaux qui clame un peu partout, que ce soit dans les plateaux, sur les plateaux, que ce soit sur les ondes, ou dans les médias ou ailleurs, ou dans la scène publique, que l'antisémitisme est une grande cause et qu'il s'y attelle. Il faut qu'il vienne nous expliquer comment, alors qu'il a pris une circulaire demandant au parquet de France d'être extrêmement ferme et d'être extrêmement clair dans la lutte contre l'antisémitisme, comment dans le dossier de René Adjadj, cette circonstance-là n'a pas été requise par l'avocate générale. C'était la position de l'avocat de la défense, je pouvais tout à fait le comprendre, mais un avocat général est là pour représenter les intérêts de la société. Et la lutte contre l'antisémitisme, ça rentre clairement, à mon sens, dans la défense des intérêts de la société. Merci beaucoup, Muriel Wakin Melki, d'être venu nous voir pour commenter ces deux affaires. Tout de suite, un témoignage, les amis.